Ce programme vous est présenté par Microsoft. Transformez l'enseignement et l'apprentissage avec les nouveaux appareils Windows 11. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Quel est le coût de l'échec scolaire et comment remonter la note de la France à ce sujet? Voici l'une des questions qui se posent au lendemain de la journée du refus de l'échec scolaire. On en parle dans la première partie de notre émission avec nos invités. Une malle pour faire vivre la lecture à la maison dès le plus jeune âge, c'est le projet de Bookinou. On en parle dans la seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Esther Abitbol vous parlera de la règle des 3 bouchées, une nouvelle tendance des réseaux, pas si inoffensive qu'elle en a l'air. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Esther. Esther, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Au lendemain de l'agression au couteau d'une professeure de musique par un élève de 3e, le collège de Benfeld dans le Bas-Rhin a réouvert ses portes. Parents comme élèves ne réalisent toujours pas ce qui s'est passé. Ce matin, les collégiens ont été accueillis par le principal adjoint, accompagnés d'autres membres du personnel. Les gendarmes de la brigade de Benfeld assuraient quant à eux la sécurité du site, un moyen de rassurer les parents présents pour certains jusqu'à la reprise des cours. L'enseignante est toujours hospitalisée, mais ses jours sont hors de danger. En revanche, le pronostic vital de l'adolescent de 14 ans est engagé au moment de son arrestation. Il s'était lui-même poignardé à plusieurs reprises. Selon ses camarades de classe, son comportement était inquiétant depuis un certain temps. Écoutez-les, ils étaient au micro d'RTL. Il est toujours tout seul, il se mutile, des trucs comme ça. Il est tout le temps en noir ici. Ça faisait 2 semaines qu'il faisait en cours avec des gants, des manteaux hyper longs. Il m'inspirait pas confiance, quoi. C'est un gros sanguin. Il était un peu fou, mais après qu'il aille jusqu'à planter un prof, ça choque aussi quand même. Le mineur, actuellement en classe de 3e, était, je cite, très suivi par l'équipe éducative de l'établissement. Il avait déjà écopé d'une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire du fait de sa fascination pour Adolf Hitler. On écoute Clarisse Taron, la procureure de Strasbourg. Elle était aussi interrogée par RTL. Il avait attiré l'attention pour son goût pour les armes, pour tout ce qui a trait à la Seconde Guerre mondiale, avec des références nettes au nazisme. Autre scène glaçante à Perpignan jeudi dernier, un garçon de 8 ans a brandi un couteau. Il voulait montrer qu'il était capable d'apporter cette arme blanche dans son établissement scolaire. L'enfant, dont le contexte familial semble très préoccupant, a depuis été exclu de son établissement, Virginie. Dans le journal Toujours à Maisons-Laffitte, dans les Yvelines, des enfants d'une école Montessori sont désormais privés de leur cours de récréation. Oui, la justice a donné raison à des voisins, les jugeant trop bruyants. Les élèves n'ont donc plus accès à la cour de 500 mètres carrés. Ils doivent se contenter d'un espace de 100 mètres carrés, donc 5 fois plus petit. Une contrainte qui oblige la directrice de l'école à réorganiser les récréations. L'établissement scolaire a décidé de faire appel. La décision est attendue le 3 octobre prochain. On ouvre une page politique de l'éducation avec cette information. Valérie Pécresse s'apprête à voter de nouvelles subventions pour les établissements privés. Oui, selon les informations de nos confrères de Libération, après avoir serré la vis au lycée public, la région Île-de-France va verser des subventions, je cite, non obligatoires à des lycées privés sous contrat. Parmi eux, l'école Stanislas dans le 6e arrondissement de Paris, mais aussi les lycées Sainte-Marie et Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Des établissements pourtant éclaboussés par des scandales d'agression physique sexuelle ou de recrutement problématique de personnel. Au total, Valérie Pécresse va accorder environ 240 000 € à ces établissements pour financer des actions éducatives. Autre point de crispation cette fois-ci, le budget alloué à l'éducation. Anne Jeuneté, députée Renaissance et ancienne ministre de l'Éducation nationale, était l'invitée de Télématin sur la chaîne du service public. Elle a annoncé la mise en place d'un plan pour refondre l'école, un moyen pour elle de faire des économies. On voit bien que dans l'organisation de l'école, il y a des structures que nous devons questionner. Est-ce qu'elles sont utiles? Par exemple, moi je vois la manière dont les programmes scolaires sont conçus. Est-ce qu'on a besoin d'autant de personnes pour concevoir des programmes? Est-ce qu'on peut en avoir un peu moins répartis autrement? Beaucoup de questions qui devraient être discutées fin octobre à l'Assemblée nationale. Et puis cette initiative, Esther, à présent, qui pourrait inciter les adolescentes à se tourner vers des filières scientifiques. Oui, alors qu'en France, on manque d'ingénieurs et
et de techniciens. Depuis la rentrée, une expérience est menée dans 58 collèges du pays. Elle consiste à rajouter à l'emploi du temps des 4e et des 3e 2 heures par semaine de cours de sciences un peu différents, des ateliers de mathématiques ou encore de technologie encadrés par des professeurs de l'établissement. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a beaucoup de volontaires pour ces classes aménagées. France Info s'est rendu dans l'un des collèges participants dans l'Aisne pour rencontrer des élèves et leurs enseignantes. Regardez. Est-ce que quelqu'un sait ce que l'on trouve dans le sucre? Le carré de sucre que vous allez mettre dans votre café, c'est pas un polysaccharide. Au contraire, c'est des tout petits sucres dedans pour que tu puisses le digérer. Je suis enseignant-chercheur donc à l'UPJV, l'Université de Picardie-Jules Verne. Et j'appartiens au département de chimie. Les enseignants de ce collège leur donnent un cours, mais notre apport à nous, c'est pas de leur faire cours. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ce que l'on peut apporter qui viendrait de notre laboratoire, de nos propres recherches, avec des enfants quand même qui sont en 4e. J'ai 13 ans, je sais pas forcément ce que je veux faire plus tard. Le fait de faire ça, je sais que je vais apprendre plusieurs choses et que c'est un projet extraordinaire à essayer en fait. Donc ça, c'est un modèle moléculaire. C'est un Lego. Donc ici, on peut construire des molécules. Je suis venue découvrir la science. Je n'imaginais pas que je pourrais le faire. Parce que mon rêve était de devenir infirmière. Je ne savais pas que être infirmière, ça demande la scientifique. Je ne savais pas. Voilà pour l'essentiel de l'information, Virginie. Merci Esther, on vous retrouve tout à l'heure pour la chronique. Le décrochage scolaire serait-il un phénomène de masse? C'est l'une des questions posées face au fléau qui contribue grandement à l'échec scolaire en France et au décrochage. Au lendemain de la journée dédiée à cette cause, on va faire le point avec nos invités. L'ex-premier ministre François Bayrou déclarait en mars dernier « L'éducation est la mère de toutes les batailles, c'est là que tout se joue ». Et pourtant, le constat est sans appel. Plus de 80 000 jeunes chaque année décrochent, sans parler de tous ceux qui sont en situation d'échec. Alors que fait l'État? On va en parler justement avec Eunice Mangado-Linetta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des programmes de l'AFEV. L'AFEV est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. François Afif Bentanan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Président fondateur de ZUPDECO, non pas SUPDECO, association à l'origine du programme national Devoirs faits. La journée du refus de l'échec scolaire, déjà, cette journée, est-ce qu'elle est vraiment marquante ou pas? À quoi sert-elle? En quoi consiste-t-elle? À qui elle s'adresse exactement? Qui va répondre? Je veux bien, c'est une journée de la FEV. Donc, c'est effectivement la 10e, enfin n'importe quoi, c'est la 18e édition de la journée du refus de l'échec scolaire. Bon, la FEV, c'est une association qui n'a pas pour activité principale le plaidoyer. On est une association qui existe depuis 35 ans et qui a vraiment mis en œuvre en fait, l'engagement des jeunes et en particulier des étudiants comme vraiment un levier fort contre les inégalités éducatives. Donc nous, on agit principalement avec le mentorat, d'autres actions. Mais aussi, on dit des choses et on a, en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de contre-vérités ou de choses qui étaient dites sur la question éducative qui ne correspondaient pas à ce que nous, on voyait sur le terrain, sur l'éducation prioritaire, les jeunes les plus fragiles. Donc, on a monté cette journée du refus de l'échec scolaire. Refus de l'échec scolaire parce qu'en fait, c'est une façon de dire que l'échec scolaire n'est pas une fatalité et qui a pour habitude, en fait, de faire un focus sur une thématique en lien avec notre action directe et de pouvoir inviter des chercheurs, des acteurs qui réfléchissent avec nous et qui proposent des solutions, parce que c'est bien ça l'idée. Mais est-ce que vous vous sentez entendu ? Alors, ça dépend des fois. Là, bon, il se trouve qu'elle a eu lieu hier, donc, et c'était sur un sujet un peu particulier pour le coup. Il faut quand même que je vous explique ça. Le sujet de cette 18e édition, c'était sur la question des jeunes, les jeunes des tours, les jeunes des bourgs, qui est une expression politique qu'on a beaucoup entendue, avec deux jeunesses qu'on a eu un petit peu tendance à opposer de manière un peu artificielle. Et il y a une de ces deux jeunesses qui sont les jeunes des quartiers prioritaires, qui est vraiment le public historique de la FEV. On a toujours accompagné depuis plus de 30 ans. Et il se trouve que depuis 5-6 ans, on a en fait commencé à accompagner des jeunes qui sont en milieu peu dense, grâce à du mentorat à distance, grâce à d'autres actions, notamment sur la question de l'enseignement supérieur, de pouvoir emmener des jeunes vers l'enseignement supérieur. Et en fait, ce qui nous a un peu agacé, c'est le fait qu'on puisse mettre en concurrence ces deux jeunesses en disant on met trop d'argent dans la politique de la ville, dans l'éducation prioritaire, on ferait mieux de s'occuper de ces jeunes Français qui souffrent en silence, etc., ce qui ne correspond pas à la réalité. Et voilà. Et ce qu'on a voulu dire avec cette journée, c'est que les deux ont beaucoup en commun,
qu'il faut les accompagner parce qu'il y a des fragilités des deux côtés. Donc c'est un petit peu tôt pour dire si on a été entendu, mais on va continuer à porter. Alors essayons de décrypter ensemble ce qui est effectivement l'échec scolaire. Quand on parle d'échec scolaire, est-ce qu'on parle de décrochage? Et c'est à vous que je m'adresse, François Afif Bentanane. Des jeunes qui, dès l'âge de 12, 13, 14 ans, je crois savoir, quittent le système sans avoir acquis aucun diplôme et donc se retrouvent confrontés à une vie assez compliquée, de fait. Oui, enfin, on pense souvent aux gens de familles défavorisées dans le domaine du décrochage scolaire, alors que vous avez beaucoup de jeunes de familles favorisées qui décrochent aussi scolairement. La seule différence, c'est que les parents vont tout faire pour compenser ce manque et leur apporter un certain nombre de services. Mais avant cela, excusez-moi, juste pour répondre à ma question, est-ce que c'est la même chose quand on parle d'échec scolaire et de décrochage scolaire? Voilà, ça c'est une histoire de verbatim. Donc oui. L'échec scolaire, je pense que c'est deux choses différentes. On peut être en échec scolaire et aller jusqu'au bac, c'est-à-dire en flottant, on va dire. Mais décrocher, c'est vraiment sortir du système scolaire. Et c'est ce qu'on a chaque année autour de 80 000 aujourd'hui. Oui, 80 000, ça, le chiffre était bon. Hein, parce qu'en fait, certains parlent de 100, d'autres parlent de 15 000. On est quand même très... Enfin, il y a des marges. On voit bien que tout le monde n'est pas d'accord. Vous disiez effectivement, à juste titre, et je vous ai coupé, mais c'est pour bien situer le sujet, qu'effectivement, on a toujours l'impression que ça se passe dans les quartiers prioritaires, dans les familles qui sont effectivement un taux d'IPS, d'indice de position sociale, effectivement assez bas. Et ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et surtout, on n'a absolument pas conscience, on oppose très souvent la ville et la campagne. Exactement, et puis surtout, c'est que partons du principe qu'on enlèverait tout l'accompagnement scolaire payant qui est mis aujourd'hui par différents acteurs dans le sujet, vous verriez que l'échec scolaire ne serait plus un sujet d'enfants de familles modestes, ce ne serait plus un sujet de quartier populaire, même si on sait que 3/4 des familles modestes n'habitent pas dans les quartiers populaires, parce qu'on parle toujours des quartiers populaires, mais la France, ce n'est pas que les quartiers populaires. Et donc on est dans une dynamique où le sujet des 80 000 aujourd'hui, c'était il y a 15 ans, on parlait de 140 000, donc ça progresse d'année en année. Oui, donc ça va mieux, hein, les chiffres sont meilleurs, on est d'accord. Ouais, oui. Il faut toujours regarder les progrès, ça c'est le travail que nous faisons tous. Non mais disons-le quand même, donc la France affiche des progrès, effectivement, hein, avec un taux d'abandon scolaire, 7,6 en 2023, moi j'ai noté, contre 11,3 en 2010. Bon. C'est rassurant, ça prouve que le travail que nous faisons au quotidien porte ses fruits. Oui, pas que nous, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent auprès des publics les plus fragiles. Il faut quand même se féliciter quand ça va bien. C'est aussi le fruit d'une volonté politique qui a été pérennisée malgré en fait des changements politiques, et c'est vraiment une politique notamment de dépistage en fait, de repérage des décrocheurs, de pouvoir leur proposer des solutions. Il y a l'obligation de formation qui a été mise en œuvre, et moi je crois beaucoup à quand l'école justement peut bénéficier de politiques publiques un petit peu longues et un petit peu pérennisées, et que nous derrière acteurs associatifs on vient renforcer cette dynamique, et ben ça marche. Et il faut le dire parce qu'on a parfois un discours très défaitiste sur l'école. Or ça va mieux. Après 80 000 décrocheurs, je pense pas non plus qu'il faille vraiment s'en réjouir. Je suis d'accord avec toi. On a quand même énormément de travail, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, vu le niveau de diplomation nécessaire pour n'importe quel job, en réalité, sans diplôme, c'est ça que ça veut dire. Hein. Un jeune qui sort du système sans diplôme, eh ben, il est garanti d'avoir une vie extrêmement difficile, et ça va être un coût sociétal extrêmement fort. Sans diplôme, et surtout, en plus, à un âge, vraiment, ils sont mineurs, ils ont souvent 15 ans, donc effectivement, c'est très compliqué, et sa vie active, entre guillemets, sera marquée donc par la précarité dès le départ. Bien sûr. Donc il est marqué effectivement par l'instabilité, la précarité, par la galère tout de suite. Oui, vous trouvez 50% des jeunes au chômage, ces jeunes qui sont en échec scolaire, vous avez plus de 50% qui sont au chômage, entre 18 et 25 ans. Vous les retrouvez dans la précarité, vous les retrouvez dans la délinquance, vous avez 9% en prison de jeunes qui ont leur bac. Ça vous donne un ordre d'idée, hein, donc vous avez 91% qui n'ont pas leur bac. Donc tout ça entraîne, et donc quand on parle des coûts de 340 000 euros que coûte ou de ce manque à gagner qu'on peut avoir sur le décrochage scolaire, ça engage tous ces sujets dont nous parlons de manque d'activité, d'incivilité, de précarité et autres. Dans l'enquête de la FEV, eh bien, on remarque que 94% des lycéens interrogés affirment avoir choisi leur filière. Alors j'étais extrêmement étonnée du chiffre. Je trouve que le chiffre est très très haut. Est-ce que donc du coup, compte tenu des résultats, compte tenu des échecs qu'on connaît, est-ce que c'est l'orientation qui pêche ? Alors, bon, nous, on n'est pas l'INSEE, donc c'est important de dire que déjà, il faut prendre cette enquête. C'est une enquête à FEV, avec trajectoire réflexe, qui a été faite avec une proportion 13%, je crois, de lycées pro. Donc, c'est plutôt des lycéens généraux, même s'ils sont de catégories quand même très différenciées, catégories sociales qui s'expriment. Et c'est vrai qu'effectivement, on pouvait être un peu surpris de cette bonne nouvelle. Pour autant, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est tout de suite compensée par la question de
l'angoisse de la pression scolaire. Exactement, 71% des jeunes quand même. L'angoisse de Parcoursup qui en fait est vraiment ce qui les met le plus en difficulté. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence sociale et il n'y a pas de différence territoriale. Tous les jeunes ressentent cette pression scolaire. Il y a pour le coup la question de vous parliez tout à l'heure de l'échec scolaire, c'est intéressant. Il y a 35% de ces jeunes lycéens qui se disent en difficulté scolaire quand même, et ça monte à 40% pour les jeunes de milieux populaires, que ce soit pour le coup en rural ou en métropole. Donc en fait, on a des jeunes qui sont plutôt bien au lycée, plutôt bien dans leur filière, par contre, qui sont extrêmement angoissés à l'idée de comment ça va se passer Parcoursup, parce qu'ils vont avoir accès en fait à l'offre du supérieur qu'ils visent, parce que c'est aussi un autre enseignement, ils se projettent tous massivement, 81%, vers l'enseignement supérieur. C'est aussi ça qu'il faut noter. Oui, ils se projettent, mais pourtant la réalité n'est pas forcément là. Et l'orientation, effectivement, qui est dite subie pour certains et choisie pour d'autres, bon, les chiffres sont quand même très forts, hein, 94% a priori le choisissent. Ça n'empêche que Parcoursup reste encore, et pourtant c'est Parcoursup, bon, alors c'est récent, mais enfin c'est pas si récent que ça. On devrait quand même avoir un certain exercice par rapport à Parcoursup. Qu'est-ce qui se passe, François Afif Bentalane, pour que les élèves et les parents, parce que c'est doublon, soient aussi angoissés par cet algorithme? Mais parce que derrière, jusqu'à présent, ils donnent un certain nombre d'informations à un système et puis ensuite ils prient pour que le système réponde à leurs attentes. Donc on est dans un système... Là, quand vous le dites comme ça veut dire que c'est pas normal. Ça veut dire que ça va pas. Je ne sais pas si ça va pas, mais c'est surtout qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et ils demandent un certain nombre de choses. Alors moi, je ne suis pas un expert de Parcoursup et autres. Donc je pars du principe que nous avons un savoir-faire dans nos domaines d'accompagnement scolaire pour que les enfants ne décrochent pas. Après, mais surtout quand on voit ces chiffres, il faut surtout regarder les actions que nous menons, c'est-à-dire que quand on parle de décrochage scolaire, on parle de décrochage scolaire jusqu'à la seconde. Donc, ce qui fait que quand on dit qu'après ça va mieux, et après il y a une autre décrochage scolaire après, lorsqu'on rentre à l'université. Et donc il y a comme ça 2-3 fenêtres de tir sur ces sujets. Et Parcoursup est venu s'intégrer dans ce domaine, sûrement pour plein de bonnes raisons, d'organisation, de structuration, etc. À part que, de l'autre côté, on peut se dire qu'on aurait voulu faire telle ou telle chose, et pour telle et telle raison, on ne peut pas y accéder. Et donc là, on rentre où c'est un système qui décide pour nous, et c'est très angoissant pour les parents, ça c'est une évidence. Oui, et pour les élèves, effectivement, vous l'avez dit, il y a 2 décrochages. Le premier décrochage, donc beaucoup plus tôt, finalement, ou en tout cas, le problème de l'orientation, beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est ça qu'il faut travailler, finalement, dès le plus jeune âge? Là, vous avez une première orientation qui est à partir du brevet, d'aller sur une filière générale ou sur une filière professionnelle. Mais je parle même avant, c'est-à-dire que même quand on rentre au collège, est-ce que cette question de l'orientation doit être travaillée, il doit y avoir un accompagnement dès le plus jeune âge? Alors moi, c'est très discutable tout ça, à mes yeux, parce que je pars du principe qu'on s'adresse à des enfants de 11 ans, 12 ans, et on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard. Ça m'a toujours gêné, pour plein de raisons. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de donner du sens au travail à l'école. C'est de savoir pourquoi je vais à l'école. Alors, beaucoup disent ils vont parce qu'ils vont retrouver leurs copains, leurs copines, etc. Mais je me dis que ce qui est important, c'est de permettre aux enfants d'imaginer des choses qu'ils pourraient faire et accepter qu'ils changent d'avis toutes les semaines. Les parents n'aiment pas trop en disant mais ils changent tout le temps d'avis. Et pourtant, nous avons changé aussi d'avis toutes les semaines. Exactement. On l'oublie, mais... Exactement. Et donc, ce que je trouve intéressant, mais ça c'est de mon point de vue, c'est de dire, vous avez aujourd'hui des acteurs associatifs, donc au niveau du collectif Mentorat, il y a énormément d'acteurs qui agissent sur l'accompagnement scolaire comme nous le faisons, et vous avez aussi des gens qui agissent sur l'orientation. Et moi je discute souvent avec eux en leur disant, ce qui me semble intéressant, c'est d'ouvrir tous les champs des possibles. Et de montrer, sous tout ce parcours, dès la 6e, de pouvoir montrer plein de métiers complètement différents qui permettent aux jeunes de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. On parlait tout à l'heure, avant d'arriver, des personnes en zone rurale qui ne connaissent pas des villes. Il y a des enfants en banlieue qui ne viennent jamais à Paris. Donc il y a énormément de choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc, comme les sujets sont toujours traités par des adultes qui décident pour les enfants, eh bien, je trouve que dans l'orientation, si on avait la possibilité aujourd'hui avec les outils qu'ils ont accès à des réseaux sociaux ou autres, on le voit d'ailleurs en Chine, les réseaux sociaux sont très éducatifs, eh bien, ils pourraient sur ce parcours de 6e, 5e, 4e, 3e, découvrir énormément d'univers et à partir de là, de choisir des métiers qui les intéressent. Et à chaque fois qu'ils trouvent un métier intéressant, ça leur donne une raison supplémentaire d'aller à l'école. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette approche de dire, montre-leur plein de choses qui les intéressent. En plus, avec les algorithmes aujourd'hui, on peut personnaliser un certain nombre de
parcours. Et à chaque fois qu'un enfant dit j'ai envie de faire ça, eh bien on lui dit ben voilà pourquoi tu vas à l'école. Et ainsi de suite, jusqu'au brevet je et ensuite jusqu'au bac. Une petite chose là-dessus. Je pense qu'au-delà de la question de l'orientation, ce qu'il faut voir, c'est la question des parcours éducatifs. Et nous, à la FEV, on commence en fait le mentorat et l'accompagnement dès la grande section de maternelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que la question des inégalités, en fait, se cumule et se cristallise au moment charnière du parcours éducatif. Il y avait une enquête il y a quelques années de Terra Nova qui avait marqué les esprits, qui montrait qu'en fait, à 4 ans, un enfant avait entendu 4 ou 6 millions de moins, un enfant de CSP moins, de 6 millions de mots de moins qu'un enfant de CSP+, parce que la question du rapport à la lecture, rapport au langage, avant même l'arrivée en fait en maternelle, en fait, elle est complètement cruciale. Et si tout au long du parcours, on ne rattrape pas ces inégalités avec un peu d'individualisation, avec une attention particulière pour les publics les plus fragiles, la complémentarité entre ce que peut faire l'éducation nationale et des acteurs associatifs comme les nôtres, eh ben en fait, c'est pas la peine de les prendre après au collège ou au lycée, c'est quasiment trop tard. Il faut déjà commencer tout de suite. Alors, il y a eu un investissement important qui a été fait au premier degré, mais il faut pas lâcher ça. On est quand même dans un moment où il va falloir faire des choix politiques, éducatifs, budgétaires forts. Donc, il faut maintenir absolument ce socle de l'élémentaire et continuer à chaque moment, à chaque charnière, ce que tu as décrit, hein, François, l'entrée au collège, l'entrée au lycée, l'entrée en L1 où il y a énormément de décrochage. Donc, c'est tout au long du parcours éducatif qu'il faut sécuriser les élèves les plus fragiles. Parlons de la disparité territoriale, parce qu'effectivement, c'est quand même la couve d'ailleurs, hein, si je peux me permettre, de cette enquête faite donc par la FEV sur cette 18e journée du refus de l'échec scolaire. Jeunesse rurale et urbaine, donc on comprend bien qu'ils sont en opposition, même combat face aux inégalités éducatives. Donc la question des disparités territoriales, elle est quand même très importante. Ouais. J'aimerais un mot là-dessus. Alors déjà pour nous, je l'ai un peu dit, mais c'est important, hein, c'est un nouveau public pour nous. On est vraiment des enfants de ce qu'on appelle la politique de la ville, donc vraiment les quartiers prioritaires. Avec la FEV, hein, vous dites. Hein. Pour la FEV, voilà. Effectivement. À vous dans vos pensées, mais c'est important de le préciser. Pour la FEV, voilà. Effectivement. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la fracture territoriale s'articule avec la fracture sociale. Parce qu'on a eu, et c'est très bien hein, qu'on ait commencé ces dernières années à porter un peu la focale sur la fragilité des jeunes, de la jeunesse dans le rural, sauf qu'il y a beaucoup de jeunesse dans le rural, la réalité est diverse, et ce qu'on a eu, c'est des enquêtes parfois qui opposaient en fait des jeunes ruraux à des jeunes métropolitains. Sauf que ce qui manquait là-dedans, c'était quand même une grille sociale, parce qu'en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Et ce qui était intéressant dans cette enquête, c'est que sur un volume de 1500 lycéens, on a comparé des jeunes de milieux populaires du côté du rural et du côté donc rural et petite ville et du côté urbain. Mais on l'a fait à CSP égal. Et le grand enseignement de cette enquête, c'est qu'en fait, vraiment la variable, en fait, avant tout, la plus importante, c'est quand même la variable sociale, avant la question territoriale, mais il y a certains éléments où on voit que la question territoriale, en fait, l'emporte, notamment sur la question de la mobilité, qui est vraiment, et ça c'est pas une surprise, où évidemment on comprend qu'il y a de mémoire plus de 80% en fait des jeunes ruraux qui sont en fragilité en fait sur la mobilité, qui sont en difficulté, là où ils sont un peu plus de 50% en milieu urbain. Plus difficile et plus compliqué. Il y en a 8% qui disent qu'ils dépendent absolument, par exemple, de la voiture et qui n'ont pas les moyens de se payer le permis. Autre chose qu'on n'attendait pas, pour le coup, qui a été une surprise sur la question territoriale, c'est la capacité des jeunes à se projeter. Oui, ça, c'était surprenant. C'est vraiment très surprenant. Mais ça peut s'expliquer. Oui, parce que si je donne les chiffres, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais effectivement, c'est plutôt du côté des classes populaires urbaines, finalement, 42%, et des enfants d'ouvriers, 37%, qu'on projette une meilleure vie que celle de ses propres parents. Alors, il y a comment on se projette sur une meilleure vie, c'est-à-dire que leurs parents, et comment on se projette vers quel type en fait d'offres de formation du supérieur. Donc, on a des jeunes en milieu rural qui sont moins optimistes que leurs collègues en fait de milieu urbain à CSP égal. Pourquoi ? Parce que en fait, alors c'est une question de mobilité sociale. En réalité, ceux qui se projettent, qui pensent qu'ils vont avoir pas du tout une meilleure vie que leurs enfants, ce sont les classes les plus aisées. Ce qui est à peu près logique parce qu'il y a une forme d'inertie sociale. Ça dépend d'où on part. Donc quand on a des parents de CSP+, en fait, dans un contexte actuel, on pense qu'on va pas forcément progresser. On pense peut-être même qu'on va régresser. En revanche, à CSP égal, effectivement, il y a quand même un optimisme largement plus important du côté des urbains. Hier, dans le débat que nous avons eu, et le parrain était Benoît Coquart, il avait une analyse intéressante. Il disait, mais vous avez raison tout à l'heure, vous disiez la pauvreté est partout. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle est concentrée
dans les quartiers prioritaires. Il y a une concentration, et notamment avec des familles et des jeunesses qui sont issues de l'immigration, qui sont racisées, qui ont vraiment vu leurs parents, en fait, peut-être qu'ils avaient fait des études, en fait, dans leur milieu d'origine, mais qui sont arrivés en France et qui ont tout perdu. Donc, il y a quand même une espèce d'effet de rattrapage et l'idée qu'on peut se projeter plus loin socialement. Alors que les jeunes ruraux, pour le coup, eux ne vivent pas de la même façon. Et peut-être qu'aussi, les classes de leurs parents sont un peu plus stabilisées. En tout cas, c'était l'analyse hier de Benoît Coquart. Donc, en fait, ils ne vont pas forcément avoir l'impression qu'ils vont pouvoir progresser. Et puis, ils se sentent, et ça, c'est une réalité, plus éloignés, de fait, des offres, en fait, du supérieur. 80%, en fait, des offres de formation du supérieur sont concentrées dans les métropoles. Ça veut dire que pour ces jeunes, et ça, c'est une vraie rupture territoriale, pour faire des études et pour, entre guillemets, réussir sa vie, il va falloir partir. Il va falloir s'arracher à son milieu. Et certains d'entre eux arrivent même à percevoir que, en fait, la problématique, c'est que quand bien même on serait bon élève, quand bien même on pourrait avoir les moyens nécessaires pour aller avoir une bourse, ou en tout cas faire en sorte que ses parents payent un studio, etc., eh bien, quand on va décrocher en fait un bon diplôme, vu en fait le contexte économique dans lequel est la famille d'origine et le milieu d'origine, eh bien, on comprend assez rapidement qu'en fait, le retour va être difficile. C'est-à-dire qu'on ne s'arrache pas uniquement pour faire des études et revenir. Probablement, on s'arrache pour de bon. Donc en fait, ces jeunes, ils font un calcul qui est relativement cohérent et c'est problématique. Il faut arriver à accompagner ceux qui veulent partir, parce que c'est leur choix, et il y en a, et c'est très bien, il faut les accompagner. Mais ceux qui veulent rester, quelle proposition peut-on leur faire? Alors le coût de la vie, c'est une vraie question. Le coût aussi de ce décrochage scolaire pour l'État en est une autre. J'aimerais juste rebondir sur la question de la réforme du lycée pro. Est-ce qu'elle a été pour vous bénéfique dans la lutte contre le décrochage scolaire ou pas? Qui veut intervenir? Peut-être François Afif Bentalane. Il faut me balancer des questions sur les sujets que je maîtrise. Non, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Il y a deux sujets qui sont importants. Je ne suis pas interviewée sur la question, mais vous savez, j'ai un avis sur la question. Non, mais vous avez raison. La réforme du lycée pro est essentielle pour deux raisons. La première, c'est que jusqu'à présent, ça a toujours été subi. C'est-à-dire qu'on part du principe que je vais en lycée pro parce que je ne suis pas bon. Et ce qui fait qu'il y a énormément de structures d'acteurs, d'ailleurs de nouveaux acteurs qui arrivent dans ce domaine-là et qui travaillent sur la logique de la valorisation des filières professionnelles. Car en fait, il faut réussir à dire à des élèves et à des familles qu'il y a des enfants qui ne savent pas tenir 45 minutes ou 1 heure assis sur un siège à écouter un enseignant et qui ont besoin de bouger 8 heures, ou qui ont besoin de trouver de l'intérêt à la scolarité ou de trouver du sens à leur scolarité. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous, nos métiers, c'est d'aller voir des étudiants et de recruter des étudiants dans les grandes écoles et de les mettre en face d'élèves en difficulté. Et donc, oui, c'est une sorte de mentorat en fait entre étudiants, on est d'accord? C'est même pas en sorte, c'est du mentorat. Voilà. Et donc, et ce qui fait que quand vous avez aujourd'hui des jeunes adultes qui leur permettent de pouvoir échanger entre eux, ça leur permet déjà d'ouvrir les champs des possibles. Et le deuxième point sur les lycées professionnels, puisque c'était votre question, il faut aujourd'hui valoriser ces filières et montrer aujourd'hui que ce n'est pas une voie de garage, c'est une voie d'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le théorique, on est dans le pratique. Et quand on pense lycée pro, on pense mécanique, soudure, alors qu'on fait du marketing, on fait de la gestion. Il y a énormément de filières professionnelles complètement différentes. Et ensuite, d'expliquer aux jeunes que soit quand ils sont partis en lycée professionnel, ils étaient passionnés par un sujet et en avançant, ils se rendent compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Et quand ils arrivent à leur bac pro, ensuite, ils peuvent reprendre une filière classique de leur souhait. Alors que si vous demandez à un enfant et vous lui dites bac pro, il pense tout de suite voie de garage, il pense tout de suite industrie, usine ou autre, alors qu'ils ont la possibilité de faire des choses pendant 3 ans et ensuite revenir ou pas vers une filière générale. Mais parce que beaucoup d'enfants en décrochage scolaire, malheureusement, ont été dans cette, orientation effectivement subie. On me dit qu'il faut rendre, j'aimerais une dernière question, et ne m'en voulez pas en régie, mais sur le coût, parce que quand même 27 milliards d'euros chaque année, ce serait le coût du décrochage scolaire. On le chiffre avec quoi ce coût et quelle est la répercussion? La répercussion, c'est que chaque année, parce que ça fait des décennies que nous sommes en échec scolaire, le coût, il est basé sur des choses simples. C'est déjà le manque à gagner. C'est-à-dire qu'un enfant qui décroche scolairement, qui se retrouve en précarité, au chômage ou dans les incivilités, ne contribue pas à l'économie. Donc ça, c'est quasiment un peu plus de 200 000 ou 250 000 euros. Et puis ensuite, vous avez tous les coûts à côté, qui sont les coûts sociaux, qui sont les coûts juridiques et autres. Et donc tout ça fait que quand on le lisse sur 40 ans, parce que l'étude c'est 340 000 euros sur 40 ans, mais comme ça fait déjà plus de 40 ans que nous avons ce sujet, mais maintenant c'est plutôt annuel, on va dire. Merci beaucoup à vous deux. J'aimerais discuter longtemps, mais vous voyez déjà, le temps passe vite. Eunice Mangado-Lunetta, directrice des programmes de l'AFEV, et François Afif Bentalane, président fondateur de Subdeco, association à l'origine du programme national Devoir fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve.
Toujours dans le Grand JT, je suis ravie de recueillir Vincent Günther. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Bookinou. Avant qu'on parle de la malle du bouquineur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Bookinou ? Alors, du coup, peut-être avant de dire ce que c'est Bookinou, dire pourquoi on l'a créé, merci de m'accueillir. En tout cas, la volonté avec Bookinou, c'est de donner goût à la lecture aux enfants dès le plus jeune âge. Les enfants de maternelle, CP, CE1. Plus on leur lit des histoires et mieux ils apprennent à lire plus tard. Et donc, on a créé Bookinou. Et donc, Bookinou, c'est un lecteur de livres conçu pour les enfants qui donc permet de lire les histoires, la version audio des histoires aux enfants. Pour n'importe quel livre, il y a un système de reconnaissance des livres qui permet de lire la version audio de tous les livres, soit des versions préenregistrées par des comédiens, ou soit des enregistrements qu'on réalise soi-même en tant qu'enseignant ou en tant que parent. Alors, donner goût effectivement aux enfants très tôt à la lecture, ça se fait à la fois effectivement par l'audio et aussi, j'imagine, par l'écrit. Donc, Oui, il y a vraiment des notions à la fois de langage. L'entrée dans la lecture, elle se fait par le développement du langage pour les enfants, des sujets autour du vocabulaire, de la compréhension orale, de la mémorisation. Et ça, le fait de leur lire des livres et des histoires aide à ce développement-là. Et il y a une autre chose qui est plus du domaine du goût et du plaisir de la lecture, la motivation. C'est à ces moments, les jeunes enfants, quand on est jeune enfant, que naît l'envie, le plaisir de la lecture. Et ça passe, comme vous dites, par l'oral, mais aussi par l'écrit, par ce simple plaisir d'avoir un livre entre les mains, de tourner les pages et de découvrir les illustrations, en l'occurrence, pour les enfants de cet âge-là. Il y a aussi effectivement beaucoup les émotions qui fonctionnent à cet âge-là. D'ailleurs, souvent les livres pour les tout petits se concentrent sur les émotions. Donc, bien sûr, la colère, la tristesse, la joie et autres émotions. Est-ce que c'est une façon, grâce à l'audio et donc l'écrit en support, de pouvoir faire peut-être passer davantage d'émotions et donc de capter l'attention des enfants ? Oui, je vous rejoins totalement sur ce point. Je pense à deux niveaux. Il y a l'un des premiers, en fait, c'est effectivement l'audio qui est vecteur d'émotions en tant que tel et qui permet de passer vraiment des sensations, des émotions, des ressentis et de rendre le récit vivant. C'est un sujet pour les enfants, enfin, c'est incontournable puisqu'ils ne savent pas encore lire ou ils sont en phase d'apprentissage. Donc l'audio est là pour les aider à rentrer dans les livres, à la manière de... À l'époque, ça a pu être des livres cassettes, des manches-disques, il y a encore bien plus longtemps, mais on a cette expérience du papier et de l'audio. Et ce qu'il y a également de fort avec le livre, c'est que c'est un objet de transmission et de partage à part entière. Et donc, il y a beaucoup d'émotions qui passent par la voix, et par la voix de celui ou celle qui enregistre l'histoire pour l'enfant. Donc ça peut être dans un contexte familial, ou ça peut être un parent, un grand-parent qui lit et l'enfant qui réécoute avec la voix du proche, mais même dans un contexte scolaire, avec la voix de la maîtresse, ou ça peut être des plus grands qui créent les livres audio pour les plus petits. On a vraiment un lien presque très intime qui passe par la voix et par l'audio pour donner envie de lire aux enfants. C'est peut-être plus le goût finalement des histoires, plus que celui de la lecture que vous mettez en avant. Oui, il y a le goût des histoires, mais je pense que le goût de la lecture est vraiment important parce que dans l'usage, donc Bookinou, voilà, j'en ai à côté de moi, ça se présente comme un petit boîtier qui tient dans les mains d'un enfant. Et ensuite, il y a un système de reconnaissance, mais l'enfant utilise son livre, c'est-à-dire qu'il badge le livre sur l'appareil Bookinou et l'histoire démarre. Et en fait, il y a ce geste qui est essentiel d'avoir un livre entre les mains et de pouvoir suivre son histoire page à page. Au fil de la narration, en fait, du récit audio. Alors, vous parlez justement des livres qui sont associés. Vous avez sorti la malle du bouquineur, qui est conçue par, je le vois, 500 enseignants de maternelle pour faire donc vivre la lecture autrement. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette malle? Si je comprends bien, ce boîtier de son, plus d'autres livres? Oui, exactement. L'idée était d'avoir une expérience complète autour de la lecture qui dure toute l'année. Donc là, c'est une première édition pour nous, mais la malle en tant que telle, pour se la représenter, elle ressemble à ça. Donc c'est encore une fois destiné vraiment aux enfants. Il y a 8 livres à l'intérieur et c'est tout un parcours de lecture avec un nouveau livre à découvrir chaque mois pour faire entrer les enfants dans la lecture.
Et donc, il y a effectivement le livre, les versions audio. Il peut donc y avoir effectivement le bouquinou aussi dans la malle pour qu'il puisse relire les livres en autonomie. Et il y a aussi un kit pédagogique avec des activités à réaliser, des activités des temps parents-enfants. Quels sont les critères de sélection des livres? C'est une bonne question, on se l'est beaucoup posé, c'est comment est-ce qu'on définit un bon livre, et donc c'est pour ça qu'on a réuni un jury, vous le disiez tout à l'heure, de 500 enseignants. C'est pour pas que la sélection en fait elle soit entre les mains de 4 ou 5 personnes ou juste entre les nôtres. C'est aussi une manière d'avoir une sorte de vote populaire des enseignants en l'occurrence, parce que les enseignants de maternelle, c'est leur quotidien, c'est la lecture, le livre fait partie des rituels de tous les jours, d'avoir des temps de lecture à voix haute pour les enfants, et donc de voir en fait ce qui fonctionne moins, là où les enfants accrochent, ce qu'ils aiment et ce qu'on a envie de leur faire découvrir, tant en termes de messages, de l'éditorial, mais aussi de typologie d'illustration. Et c'est en ça, c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers eux et vers un grand nombre d'entre eux pour créer cette sélection de la malle du bouquineur. Un collectif de 500 enseignants, c'est aussi un collectif de 500 styles possibles d'écriture ou en tout cas de lecture. C'est aussi ça que vous avez privilégié, la diversité? Oui, parce que je crois que c'est vraiment important, surtout de deux points de vue, à cet âge-là, on se construit. Alors, on a besoin de voir des choses différentes. Voir qu'il y a plein de choses différentes qui existent, et puis d'éveiller la curiosité des enfants pour qu'ils puissent se forger, grandir et se forger aussi leur propre avis, leur propre goût, tout simplement, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Donc c'est important de les exposer à cette diversité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a quand même la chance en France d'avoir une richesse au niveau de l'édition jeunesse qui est assez incroyable. Et donc, le fait d'aller consulter énormément d'éditeurs pour aller dénicher des pépites, c'est un travail de chercheurs d'or qu'ont réalisé les enseignants. Et ça, c'était important pour nous d'essayer de refléter cette richesse-là et de ne pas enfermer les enfants dans une seule collection ou un seul éditeur ou un seul style. On l'a compris, c'est la lecture donc, dès le plus jeune âge, donc dès l'entrée à l'école, ou peut-être même, pourquoi pas, juste avant. En tout cas, vous avez conçu 2 malles, si j'ai bien compris, une pour les 3-4 ans et une pour les 4-5 ans. Quelles vont être les différences? Les différences, ils sont principalement sur le choix des livres, proprement parlé, donc ceux qui ont été choisis pour correspondre directement à l'âge des enfants, où on va être sur des thématiques qui sont un petit peu différentes de l'un à l'autre. On va avoir sur la tranche des plus petits qui ont 3-4 ans, vraiment sur des thèmes de le quotidien de ces enfants, les premières émotions que vous citiez tout à l'heure. Et après, on peut aller sur des histoires qui sont un peu plus longues, avec des histoires un peu plus complexes aussi en termes de narration, mais aussi en termes de vocabulaire, et apporter des nouvelles choses pour les enfants qui sont un tout petit peu plus grands et qui arrivent jusqu'en grande section, donc en âge de basculer après dans les années CP. Oui, je voyais la malle des MSGS, donc moyenne et grande section, effectivement, plus sur les aventures et les éclats de rire des petits curieux, car on imagine effectivement ce processus aussi, j'allais dire neurologique, en tout cas qui est étudié avec les enseignants, mais peut-être que vous avez fait appel aussi à des experts justement de l'apprentissage de la petite enfance pour cela. Oui, alors il y a déjà un socle quand même qui est existant au préalable et qui montre l'importance justement de la lecture accompagnée, du fait de faire la lecture aux enfants, là, dans ce qu'on disait en démarrage sur le développement du vocabulaire, etc. Et c'est des tests qui sont en cours là, chez nous cette année avec un laboratoire de recherche justement d'évaluer à quel point ça permet de développer le plaisir, cette notion vraiment de plaisir, et pour utiliser un terme plus juste, peut-être de motivation pour la lecture, et de mesurer ça pour que ça mette quelque part les enfants sur les rails de devenir des lecteurs eux-mêmes et d'y prendre du plaisir. Et des petits citoyens, effectivement, même si jeunes. La lecture ne s'arrête pas à la dernière page du livre. Vous avez conçu un livret pédagogique aussi pour cela, car souvent les livres aujourd'hui sont accompagnés effectivement de mots-clés ou d'images, de manière à pouvoir favoriser la discussion avec celui ou celle qui fait la lecture avec l'enfant. C'est ça que vous espériez ?
Oui, c'est ça. En fait, là aussi, je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est l'importance d'avoir une expérience de lecture. Et c'est pour ça qu'on a mis un bouquinou dans la malle. C'est pour que l'enfant, c'est pas un rituel mensuel de j'ouvre la boîte aux lettres et il y a un nouveau livre, on le lit et puis on le repose et on attend le mois prochain. C'est un rituel quotidien, la lecture. Et le bouquinou permet ça, parce qu'en autonomie, l'enfant va profiter encore chaque jour, même plusieurs fois par jour, du nouveau livre qu'il a reçu et découvert. Donc ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, il y a également cette partie de parcours ludique et pédagogique en même temps, qui sont des activités à réaliser avec ses enfants pour prolonger ce moment-là. Parce que ça reste quand même un livre à découvrir avec ses parents, avec ses proches, ou du point de vue parent avec son enfant, et un moment à partager avec lui pour ancrer ce moment heureux, de plaisir, qui va donner envie à l'enfant d'y revenir plus tard et de retrouver encore ce plaisir autour du livre. Pour 49,90 €, donc on a une malle qui arrive pour toute l'année. Comment ça se passe ? Ouais, en fait, donc on a 49,90 €, c'est le premier prix. On a les livres, etc. On a pour toute l'année, et pour 10 € supplémentaires. Donc c'est un montant en fait qui couvre les frais logistiques. On a un bouquinou qui est prêté pour toute l'année scolaire. Donc que je montrais tout à l'heure, pour vivre pleinement l'expérience, mais que le prix soit pas un frein. On a ce système en fait de prêt de l'appareil qui vient avec la malle. À la fin de l'année, la malle, elle est à vous en tant que parent enseignant. Vous la gardez, et puis le bouquinou, il est soit rendu, soit racheté, vous en payant le complément. Mais voilà, donc c'est la manière dont ça se passe. On a opté pour vraiment, il y a un parcours quand on ouvre la malle que les parents découvrent, où ils sont accompagnés, et pour que chaque mois ils puissent découvrir un nouveau livre à présenter aux enfants. On a fait ce choix pour éviter d'avoir à envoyer un livre chaque mois, parce que c'est coûteux d'un point de vue écologique, c'est coûteux d'un point de vue financier, et le prix aurait été beaucoup plus élevé si on avait fait comme ça. Merci beaucoup Vincent Günther, cofondateur de Bouquinou. Merci d'avoir participé au Grand JT. On va tout de suite retrouver Esther pour sa chronique. Alors ce soir, Esther, vous nous parlez de cette dernière tendance TikTok intitulée 3 Bite Rule, donc en français les 3 bouchées, la règle des 3 bouchées. En quoi ça consiste ? Eh bien, c'est très simple. Déjà, je vais vous poser une question, Virginie. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Je ne me souviens plus, je crois. Une salade. Une salade. Eh bien, imaginez que cette salade, vous la mangez en 3 bouchées et le reste, vous le laissez. Alors, vous pouvez mettre une grande partie de la salade dans votre bouche si vous le pouvez. Sinon, ça va être un peu compliqué et vous n'allez pas beaucoup manger. Vu comme ça a l'air amusant. Donc, ça a donné des idées à certains TikTokers. Regardez. Et après, poubelle, tout ce qui reste, vous devez le jeter. Cette tendance, elle a été popularisée par la créatrice de contenu Angela Reni. Dans ses vidéos, elle explique très facilement la méthode à suivre. Je vous propose de regarder cet extrait. This is what I do, me. It's helping people out there. Is it for you? Maybe not. Then don't do it. You eat the whole thing. I don't expect everybody to understand. It's not for everybody. But this is how I get my fix, how I maintain my mental health. Sur son compte TikTok, Angela encourage à une restriction alimentaire stricte. Le but, vous l'avez compris, est de manger pour perdre du poids, sauf que beaucoup de jeunes sont tombés dans le panneau. Plus de 20 millions de publications ont été comptabilisées. Des TikTokeuses se sont même transformées du jour au lendemain en diététiciennes et même donneuses de leçons. Je vous propose de l'écouter. La première bouchée est la plus importante. Savoure à fond la texture, le goût, l'odeur. Ce gâteau est incroyable, tu es contente de pouvoir le manger. Vraiment l'explosion. La première bouchée, c'est l'explosion.
Attends un peu avant ta deuxième bouchée, pose ta fourchette, bois un peu d'eau. Tu passes à la deuxième bouchée qui est encore incroyable. C'est du plaisir, mais c'est pas comme la première. Tu vois finalement que le goût s'estompe un peu. Ce que je dis, c'est véridique, hein. Testé et approuvé, je l'ai fait plusieurs fois. T'as fini ta deuxième bouchée, recule un peu ton assiette, bois un peu d'eau, discute avec les gens. Ne te concentre pas uniquement sur le gâteau que tu dois manger. Non. Doucement. Là, tu arrives à la dernière et la troisième bouchée. Là, tu vas te rendre compte que l'effet waouh de la première bouchée s'est totalement estompé. C'est bon, mais pas autant que la première fois. À la fin, pose-toi la question suivante. Est-ce que c'est bon ou c'est juste de la gourmandise automatique? Est-ce que j'en ai vraiment encore envie? Elle explique ensuite dans sa vidéo que c'est intéressant pour se faire plaisir plus intelligemment. Ce TikTok a depuis été vu par plusieurs milliers d'utilisateurs. C'est vraiment très grave, Virginie. Oui, alors j'avoue, je suis un peu consternée. J'imagine que c'est pas du tout recommandé, évidemment, cette tendance. Oui, selon Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste, s'arrêter de manger après quelques bouchées, c'est dangereux car cela nous coupe de nos sensations alimentaires, notamment la satiété qui est l'un des seuls mécanismes naturels de régulation du poids. Manger aussi peu pendant les repas, c'est également faire une croix sur des apports caloriques et nutritionnels suffisants. Et appliquer cette méthode aux aliments dits plaisir, comme le précisait la TikTokeuse que l'on vient d'écouter, c'est générer de la frustration et créer un rapport toxique à l'alimentation. Toujours selon Alexandra Murcier, ces régimes sont aussi dangereux pour les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire. Cela peut renforcer des comportements anorexiques. D'autres méthodes existent justement pour faire attention, pour perdre du poids, et cette fois-ci recommandées pour les jeunes générations. Écoutez les conseils de Sandra Ferreira, que l'on connaît bien sur School TV et qui est diététicienne nutritionniste. Alors la méthode des 3 bouchées, c'est en gros manger très peu pour perdre très vite du poids, et c'est très dangereux de le faire, surtout à l'adolescence, parce qu'il y a un risque de carence. Il y a un risque de mauvaise croissance, hein, surtout à cette période, et un risque de trouble du comportement alimentaire. Donc vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que la meilleure des méthodes pour perdre du poids, quel que soit l'âge, mais encore plus à l'adolescence, c'est d'avoir dans son assiette la moitié en légumes, un quart en viande, poisson, œufs et un quart en féculents ou produits céréaliers, et globalement de bouger le plus possible, de bien s'hydrater et de bien dormir, en fait, d'être dans la variété des actes sains. Bon, effectivement, les apports nutritionnels, ça on le sait, c'est évident, mais en plus le gaspillage est énorme, non? Oui, elle incite au gaspillage alimentaire. Vous l'avez dit, Virginie, en France, par an, près de 130 kilos de déchets alimentaires sont produits par personne, l'équivalent d'environ 9 millions de tonnes. Pour vous donner une idée, ça représente 900 tours Eiffel, c'est énorme. Nous vous conseillons donc de manger à votre faim, d'éviter au maximum de jeter des aliments et de recycler vos déchets alimentaires lorsque c'est possible. Alors heureusement, certains en ont peut-être ri, blagué, enfin en tout cas, ont pris ça un peu plus à la légère, non? Oui, avec beaucoup d'humour. De nombreuses personnes se sont filmées en train de faire semblant de suivre cette règle pour finir par dévorer presque entièrement ou finalement à la 3e bouchée en finissant leur repas, leur casse-croûte. Je vous propose de le regarder. C'est pareil, c'est pareil. Bon, j'espère que ça vous a pas donné des idées, Virginie, et désolée pour ceux qui sont en train de dîner. J'espère que cette séquence ne vous a pas empêché de prendre votre repas ou couper l'appétit, tout simplement. Je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Merci en tout cas pour cette chronique. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Pourquoi les universités intéressent-elles tant les cybercriminels? J'en ai un petit peu parlé en introduction, mais je suis sûre que vous avez encore des choses à nous dire. Alors, merci encore Lisa. Les universités combinent aujourd'hui 2 caractéristiques qui vont les rendre très très intéressantes pour les cybercriminels. La première, c'est qu'elles disposent de vastes quantités de données personnelles, donc celles des étudiants, des enseignants et des chercheurs. Et en même temps, elles abritent également des travaux de recherche, souvent innovants ou confidentiels. Et donc ces informations peuvent être monétisées, revendues sur le marché noir, ou même exploitées pour du cyberespionnage. Donc, concrètement, voilà les principaux éléments qui vont intéresser les hackers. De plus, nous avons une culture d'ouverture des universités avec des réseaux qui sont largement accessibles, qui peuvent faciliter parfois
l'intrusion. À cela va s'ajouter le fait que les budgets en termes de réservation pour les outils de cybersécurité peuvent être assez limités. Donc à partir de là, en effet, on peut se retrouver avec des établissements qui sont mal équipés, peu équipés pour répondre à ce type d'attaque. Comment a germé l'idée ? Alors, au tout départ, c'est parti d'un défi sportif tout à fait personnel. J'avais envie de relever un challenge assez important sur le plan sportif. Je suis triathlète. Ah, donc je suis habitué à faire du sport. donc d'accord. On se dit enfin la vérité. Ceci explique cela. Ouais, non, je suis habitué à faire du sport, mais je voulais un challenge vraiment, important. Et donc je suis tombé sur ce type de défi qui a déjà été réalisé par un monsieur qui s'appelle Régis, qui est un Savoyard. Et je l'ai contacté. C'est lui qui m'a mis, qui m'a mis sur la selle en me disant qu'est-ce que t'attends. Voilà, en gros, on se réserve toujours ça pour le moment où on aura plus de temps, c'est-à-dire la retraite. Et puis bon, j'ai que 53 ans et lui m'a dit écoute, n'attends pas, si tu as ce projet en tête, vas-y, fais-le. Et puis comme j'avais envie je me suis tout de suite ça a germé dans ma tête en me disant je le fais pas pour moi, que pour moi ce défi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me poussait à le faire et comme je suis concerné par ce sujet, je me suis mis à contacter des assos. Et du coup, on est arrivé à se rencontrer. Et du coup, j'ai dit, je vais faire mon projet face à l'inceste. Et du coup, il s'appellera le Tour de France à vélo contre l'inceste. Je fais partie des enfants placés du Morvan, c'est-à-dire que je suis née à Paris. Mais voilà, j'ai été abandonnée à ma naissance. Et dans les années 60, les enfants qui naissaient à Paris, on trouvait bon de se dire, ces petits Parisiens, on va les envoyer dans le Morvan pour qu'ils aient un petit peu l'air de la campagne. Et ça a été votre cas. Voilà, c'est une terre de nourrices, le Morvan. Je précise d'ailleurs qu'il y a un musée des nourrices ou une maison des nourrices, je ne sais plus comment elle s'appelle, qu'on peut visiter et qui raconte tout ça. Et donc votre première identité, c'est pas Karine, c'est 1691. Oui, c'est un matricule. Quand on est enfant de la DAS, quand on est enfant placé, c'est vrai qu'on a, pour nous reconnaître, un matricule autour du poignet. Et c'était 1691. Et c'est vrai qu'on est... Voilà, j'ai voulu revendiquer tout au long de ma vie que je n'étais pas un matricule, que j'avais une identité. Et c'est pour ça que j'ai cru bon de faire ce livre, pour justement témoigner que même si on a le passé ne détermine pas l'avenir. Ce phénomène, est-ce que c'est un phénomène isolé ou au contraire c'est plutôt une tendance mondiale? Est-ce que la France est plus concernée que d'autres pays par les attaques sur ce type de structure? Alors non, on voit que c'est vraiment un phénomène mondial. Il y a une croissance au niveau de l'intérêt, parce qu'il y a des intérêts pécuniaires qui sont évidents. Il y a également le fait qu'avec l'IA, on arrive de plus en plus à produire du code malveillant, à produire des faux sites. Il suffit juste d'avoir accès à Internet et à un modèle qui permette de faire ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir des années de coding derrière vous pour pouvoir lancer ce type d'attaque. C'est très très facile et il y a même des services qui vous permettent d'acheter des malwares ou de forcer par exemple la création d'une attaque DDoS ou d'un site frauduleux. Donc on va dire la démocratisation de ces outils qui viennent du dark web vont aujourd'hui augmenter cette tendance. Il y a également, encore une fois, l'intérêt financier qui est derrière. Patrick Loiseler, tout le monde est concerné, on atteste les chiffres aujourd'hui en France, même si j'imagine que c'est peut-être des données difficiles à recueillir. Alors il faut rappeler que c'est notre association qui a sorti le premier chiffre du nombre de victimes d'inceste. Ouais. Et on l'a fait pourquoi? Parce que le ministère de la Santé ne le faisait pas. Donc c'est des associations qui ont rempli finalement le vide institutionnel sur la question. De quel chiffre parle-t-on aujourd'hui? 10%. On a fait plusieurs sondages qui conduisent au même chiffre, c'est-à-dire 10% des Français adultes déclarent aujourd'hui avoir subi l'inceste. Donc c'est tout à fait énorme. C'est tout à fait énorme, et pour vous c'est un chiffre qui peut-être est sous-estimé. Qu'est-ce qu'on se dit? Je pense que c'est effectivement au bas mot 10%.
Non, parce que, de toute façon, à partir du moment où c'est 10%, c'est tout à fait énorme. Et effectivement, ça atteste le fait que tout le monde est concerné. Oui, tout le monde est concerné. Et en même temps, il y a cette paralysie. On parlait du déni tout à l'heure. Le déni, donc, c'est le déni de la famille. Quand il y a une révélation d'inceste, même si la victime est crue, on ne sait pas quoi faire. C'est très rare, par exemple, que la révélation conduise à une déclaration à la police ou à la justice. Il y a beaucoup de vos collègues, ou il y a beaucoup de littérature autour de la pédagogie qui dit qu'il faut faire abstraction de ses affects, qu'il ne faut pas s'attacher aux élèves. Vous dites tout le contraire. Vous citez Montesquieu d'ailleurs, qui dit en substance qu'il ne faut pas être au-dessus des hommes mais à côté. Ça, c'est vraiment votre conviction. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas faire avec. Si on veut faire avec, si on veut être ensemble, on ne peut pas vraiment effacer le côté humain. C'est-à-dire qu'on a tous eu des profs avec lesquels on ne sait pas pourquoi, on rentre dans cette salle de classe et on a envie, on est passionné, on a envie de dévorer leurs cours. Et pour certains profs, on se dit « oh là là, l'heure va durer » parce que le prof se parle à lui-même et fait abstraction. Nous, en tant qu'enseignants, on a des humains en face de nous. Il faut remettre l'humanité au cœur de nos salles de classe. Alors c'est vrai que moi, j'ai des petits groupes de 10, 15 élèves. C'est peut-être plus facile qu'avec 35, mais même quand je suis à l'université, je mets un point d'honneur quand je suis dans un amphithéâtre à parler pour le jeune qui est tout en haut de l'amphithéâtre ou celui qui est au premier rang. Parce que c'est vrai que on fait de l'individualisation pédagogique et il faut aller chercher, comme un artiste qui fait un show, il va chercher tous les spectateurs. Nous, en tant que prof, l'humain, c'est vraiment notre matière. On a l'élève. Qui dit élève, qu'est-ce qu'il y a dans le mot élève? C'est élever, mais on n'élève pas un élève. On lui donne un savoir, certes, mais on l'élève comment? En lui donnant de l'estime de soi, de la confiance en soi. Le mot élève, c'est ça, c'est l'élévation. Et on peut élever quelqu'un que si vraiment on y met du cœur. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie aujourd'hui, à la réalisation. C'est Romain Luc, au son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferret et Laura Gérard à la rédaction, Esther Abitbol, journaliste sur notre émission aujourd'hui. Chère Esther, vous revenez lundi, c'est bien ça? Exactement. Donc c'est noté pour tous les fans d'Esther. C'est bien lundi, elle sera là. Et nous, on se retrouve également lundi. Demain, ce sera Loïc Landreau à la présentation du Grand JT. Très bonne soirée. À lundi. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Microsoft. Transformez l'enseignement et l'apprentissage avec les nouveaux appareils Windows 11.